Dans cette vidéo, je présenterai une approche classiquement utilisée pour estimer l'évapotranspiration. Développé pour l'agronomie, ce type d'approche est beaucoup utilisé aujourd'hui en hydrologie, que ce soit pour des applications pratiques comme le dimensionnement de retenue ou dans le cadre de la modélisation hydrologique. Le concept d'évapotranspiration tel qu'il est connu aujourd'hui émerge avec les travaux de Penman. Nous l'avons vu, Penman a proposé une estimation d'évapotranspiration à partir des variables météorologiques standards comme la température de l'air, l'humidité relative de l'air, le rayonnement solaire et la vitesse du vent, pour des conditions en surface bien spécifiques. En effet, l'évapotranspiration estimée par Penman correspond à l'évapotranspiration d'une pelouse rase, suffisamment étendue, en bon état et convenablement alimentée en eau. Le flou relatif sur le type de végétation dans les premiers travaux de Penman a conduit les agronomes à de nouveaux développements de l'équation pour se rapprocher d'un type de végétation standardisé. Ainsi, l'évapotranspiration dite de référence est l'évapotranspiration d'une végétation de 12 cm de hauteur, de propriétés de transpiration fixées avec une résistance stomatique de 70 secondes par mètre et d'un albédo de 0,23. Finalement, c'est une végétation très proche des premières expériences de Penman. Nous retiendrons donc que pour l'approche agronomique, le point de départ est l'évapotranspiration de référence, qui ressemble furieusement dans sa définition et dans son équation à la formulation que Penman a développée en 1948. Pour passer de l'estimation de l'évapotranspiration de référence à l'évapotranspiration réelle, l'approche agronomique procède étape par étape en levant successivement les hypothèses utilisées dans l'estimation de l'évapotranspiration de référence. La première étape consiste à déterminer l'évapotranspiration journalière de référence, qui dépend des conditions météorologiques. La deuxième étape consiste à adapter cette estimation de référence à la végétation en place. Pour cela, on utilise un coefficient de culture spécifique à chaque plante qui va varier dans l'année en fonction des dates de semis et d'évolution de la plante. Le résultat est une estimation de l'évapotranspiration de la plante pour le jour donné dans un contexte d'alimentation en eau optimale. On appelle cette estimation évapotranspiration de la plante sous des conditions standards. Mais cela permet en fait de quantifier le taux maximal d'évapotranspiration que peut donner la plante sous les conditions climatiques du jour et au stade de développement de la plante. On appelle aussi cette estimation évapotranspiration maximale, que l'on notera ETM. La dernière étape consiste à tenir compte de l'éventuel stress hydrique de la plante, par le biais d'un facteur Ks qui varie entre 0 et 1. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la valeur des coefficients de culture pour la majorité des plantes est disponible dans les documents de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. La valeur du coefficient va dépendre du jour de l'année, du type de culture et de la zone géographique. La dynamique de l'évolution peut bien entendu être ajustée si l'on connaît la date précise de mise en culture et en particulier la date du semis. Après le semis, le coefficient de culture augmente, traduisant le fait que lorsque la plante croît, elle transpire plus. Puis le coefficient de culture atteint un plateau, correspondant à la maturation de la plante, avant de connaître une décroissance qui correspond à la sénescence de la plante, puis un retour à la valeur initiale après la récolte. Il est important de noter que ce coefficient de culture intègre de façon simplifiée de nombreux changements par rapport à l'estimation de l'évapotranspiration de référence. Il vient tenir compte des changements dans l'albédo, dans la taille de la plante, dans ses propriétés de résistance stomatique, ainsi que dans l'évolution de l'ombrage du sol. L'estimation de l'ETM, à l'issue de ce calcul, permet de déterminer les éventuels apports d'eau par irrigation de la plante, pour un rendement optimal sous les conditions météorologiques réelles. L'eau n'est pas toujours disponible pour la plante et un stress hydrique dans le sol va conduire forcément la plante à transpirer moins. Comme avec la prise en compte des spécificités de la plante par le coefficient de culture, l'effet du stress hydrique sur la transpiration de la plante est représenté par un coefficient multiplicatif Ks. D'une manière schématique, la zone racinaire peut être considérée comme un réservoir d'eau, pour lequel on est amené à définir différents niveaux de stock d'eau.
Si le stock d'eau est au-dessus d'un seuil appelé capacité au champ, le surplus d'eau s'écoule gravitairement vers les niveaux inférieurs du sol. Donc la capacité au champ représente un seuil supérieur du stock d'eau dans la zone racinaire. A l'inverse, si le stock d'eau descend sous une valeur appelée point de flétrissement, la plante ne peut plus pomper l'eau du sol car les forces de succion sont inférieures aux forces de liaison de l'eau au sol. La différence entre la capacité au champ et le point de flétrissement est appelée réserve utile, RU. Si on exprime le stock en termes de déficit avec comme origine le point correspondant à la capacité au champ, la réserve utile correspond au déficit hydrique maximal que peut supporter la plante. Les contenus en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement dépendent du type de sol, tout comme la densité apparente du sol. La profondeur racinaire ZR dépend du type de la plante. Des valeurs se retrouvent facilement dans la littérature. Enfin, on distingue aussi la réserve facilement utilisable, RFU. Elle correspond au déficit en dessous duquel la plante n'est pas gênée pour transpirer à son taux maximal. La valeur de cette réserve facilement utilisable, RFU, est donc inférieure à celle de la réserve utile, RU. Le ratio P entre les deux dépend du type de plante. Encore une fois, des valeurs se retrouvent assez facilement, notamment dans les documents de la FAO. Une fois les valeurs de RFU et RU connues, il est possible de déterminer le coefficient Ks qui permet ensuite le calcul de l'évapotranspiration réelle à partir de l'évapotranspiration maximale. Tant que le déficit hydrique racinaire est inférieur à RFU, le coefficient vaut 1 et la plante peut transpirer à son taux maximal. Si le déficit hydrique racinaire augmente au-delà de RFU, Ks diminue de façon régulière jusqu'à ce que le déficit atteigne la valeur de la RFU. Et au-delà de ce déficit, Ks vaut 0. On considère souvent que la décroissance de Ks entre RFU et RU est linéaire, mais d'autres formes peuvent être considérées.